un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifiée et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième et dernier épisode de notre discussion avec Pauline Laravoire. Et pour cela, nous allons plonger ensemble dans le rôle transformateur de l'éducation dans la création d'une carrière chargée de sens. Et vous allez voir avec Pauline Laravoire, nous allons être guidés à travers ces expériences éducatives et partage de réflexions profondes sur la manière de trouver la joie et l'alignement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ma légitimité, elle sera toujours en cours de définition, mais elle est quelque part au carrefour de l'éducation, du développement durable et de l'animation de communauté. Et je me suis rendu compte, notamment en essayant d'animer la communauté WAIST et Learning Planet, que par exemple, ça, c'était une niche intéressante. On est à une époque où il y a beaucoup d'organisations et d'individus qui prennent le créneau et qui vont créer des organisations ou mener leur position en interne en faveur de la transition sociale et écologique. Très bien. Mais il faut savoir, je pense, consolider un peu tous les efforts qui sont déjà faits. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé WAIST, je crois, c'est que je voulais pas rajouter une initiative qui potentiellement existait déjà au lot d'initiatives déjà existantes. Je voulais me mettre vraiment à l'intersection comme, si tu veux, plateforme de mise en valeur des solutions qui existaient déjà. Et comment est-ce qu'on met en synergie les agendas d'organisations qui traditionnellement travaillent plutôt en silo et dans leur propre coin. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper difficile à faire parce qu'effectivement chacun a une bande passante limitée, chacun a son agenda personnel et organisationnel. C'est très difficile, notamment dans certaines cultures qui sont peut-être basées plus sur la concurrence que sur la collaboration, de faire passer ces messages de parlons-nous, construisons ce dialogue et peut-être qu'on va réussir à construire des projets collaboratifs de là. C'est vraiment toute l'idée derrière WAIST et derrière Learning Planet. Et l'animation de ces communautés-là requiert des compétences hyper niches et hyper difficiles à développer, d'intelligence de la collaboration en fait. Qui est-ce qui doit être mis en contact avec qui? Où sont les collaborations bilatérales pertinentes? Comment est-ce que on rassemble les gens dans la même salle, qui est en fait finalement la condition sine qua non de toute collaboration future. Il faut qu'à un moment on se rencontre pour que ça puisse se passer. Et donc c'est pour ça par exemple qu'avec WAIST, tous les 2 mois, on organise ce qu'on appelle un WAIST Mixer, qui est une sorte de rendez-vous de communauté où on invite toutes les organisations à littéralement venir se rencontrer et discuter dans la même salle, physiquement, et à apprendre à se connaître, parce que ça commence là. Donc, Ok, donc l'ESS, on en a parlé, l'animation de communauté, là tu viens de nous en parler, l'éducation, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? L'éducation, alors c'est vaste l'éducation, c'est vaste dans le sens où il y a à la fois des défis de contenu et de forme. Pour le moment, moi je me positionne un peu plus sur le contenu, c'est-à-dire faire en sorte que l'éveil de transition sociale et écologique soit dans tous les cerveaux, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça que j'adore autant la position sur le Master SASI, c'est que oh là là, ce cursus, il est absolument incroyable. Mais simplement, encore et ça commence à changer. Le Master SASI, c'est une petite bulle
dans la totalité d'HEC et de tous ces étudiants. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau organisationnel et global sur l'éveil, sur ces problématiques. Mais ça commence à venir de manière très intéressante avec le soutien du top management et on voit que les choses décollent, notamment récemment avec l'arrivée à la direction scientifique de ce même master SASI de François Gemène, qui est co-auteur du GIEC, qui est une personnalité assez médiatique sur ces sujets et qui, je pense, va beaucoup apporter au master et à l'école de manière générale. Il y a eu une curriculum review il n'y a pas très longtemps à HEC, qui va faire que à partir de septembre 2023, les contenus ESG, donc social et environnemental, les contenus ESG vont représenter 20% des contenus obligatoires dès la première année L3 versus 10% les années passées, donc ça double un petit peu le quota. Donc voilà, on voit que ça prend de l'ampleur. Donc moi, je me situe encore un peu plus sur les contenus, mais il y a toute cette partie du secteur de l'éducation au niveau de la forme de l'éducation qui m'intéresse beaucoup aussi et qui resterait à explorer. Et il y a une des figures qui m'intéresse beaucoup là-dessus, qui s'appelle François Tadei, qui est le cofondateur du centre de recherche interdisciplinaire qui maintenant s'appelle le Learning Planet Institute, donc j'ai pu travailler avec lui, et qui parle des enjeux ça peut être comment remettre l'élève et l'étudiant au centre du processus d'apprentissage, comment repositionner l'enseignant comme finalement plutôt guide de recherche d'un processus qui serait plutôt impulsé par l'étudiant lui-même et pas le teacher, l'enseignant de manière unilatérale et descendante. Il y a toutes les questions, en ce moment il travaille beaucoup sur toutes les questions de la place de la jeunesse dans toutes les grandes décisions collectives qu'on doit prendre, ça m'intéresse beaucoup aussi. Comment est-ce qu'on redonne de l'importance à la voix des jeunes qui est hyper pertinente sur ces sujets sociaux et environnementaux, parce qu'elle est hyper unique, parce que c'est la génération de l'éco-anxiété, parce qu'ils sont nés avec ces sujets, et parce que peut-être que un expert sur ces sujets de 50, 60 ans, ces apports vont être aussi pertinents voire peut-être un peu moins, j'en sais rien, mais aussi pertinents en tout cas que le jeune de 10 ans qui maintenant est capable d'articuler sur ces sujets-là. Et comment est-ce qu'on fait travailler les générations entre elles. Enfin, il y a plein de sujets en termes de comment est-ce qu'on redéfinit la salle de classe de manière physique, et aussi voilà la relation entre l'enseignant et les étudiants, et c'est infini comme problématique. Mais peut-être pour la suite. Peut-être pour la suite. Passionnant. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'attire énormément, ça, la forme côté éducation. Est-ce qu'il y a un livre, une ressource, un podcast, un film, quelque chose que tu pourrais partager qui a été inspirant pour toi? Oh, il y en aurait plein. Ceux qui me viennent en tête. Alors, en ligne de vie, je dirais qu'il y en a une qui a été assez importante. Maintenant, il y a tellement de choses qui ont été faites sur le sujet, mais c'était un des pionniers en termes de documentaire sur les sujets environnementaux qui est sorti. C'est The Inconvenient Truth de Al Gore. Et la raison pour laquelle je le cite, c'est que Meg Doot, donc mon mari, était pas forcément très, très conscient de toutes ces problématiques-là. Et il a vraiment pris conscience de ces sujets quand je lui ai montré un extrait de ce documentaire qui mentionnait que Calcutta, sa ville de cœur, la ville qu'il adore tant, que Calcutta était la ville la plus vulnérable à la montée des eaux, et que potentiellement dans quelques décennies, le problème vraiment se manifesterait de manière très 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 concrète. Et ça l'a réveillé sur le sujet, en fait, de s'imaginer Calcutta sous les eaux. Il a commencé à être aussi un peu porteur de ces messages-là. Donc ça, c'était une ressource qui, bon, maintenant, elle est potentiellement, pas dans le message, mais peut-être dans les contenus et les chiffres, peut-être obsolète, parce qu'elle date un petit peu, mais ça a été important dans notre histoire. Il y a aussi un
un site internet qui s'appelle Bon Pote, que tu dois peut-être connaître, bonpote.com. Et c'est un jeune Thomas Wagner qui a écrit depuis des années maintenant, qui écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des sujets notamment liés à la transition écologique. Et c'est une ressource de dingue, ce site internet. Et si vous cherchez des éléments de langage, des chiffres, de la donnée pour pouvoir parler de manière objective sur ces sujets, convaincre en dîner de famille et ne pas vous sentir trop désarmé par rapport à ça, c'est vraiment une super ressource. Okay. Quoi d'autre? Ce qui m'a inspiré ces derniers temps aussi, c'est, on parlait tout à l'heure des ODD et de ce modèle-là. Il y en a un qui a éclos aussi il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle les Inner Development Goals, ou les IDGs, qui est né de l'observation qu'en fait, ces ODD, ils ont été lancés par les Nations Unies en 2015, donc ça fait quand même presque 10 ans. Et on n'a toujours pas été foutu de trouver des solutions adaptées. Même sur certains ODD, on est en régression par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, par rapport à cette observation, comment est-ce qu'on l'explique qu'on a cette vision et que collectivement, on n'y arrive pas? Et c'est, je crois, 2-3 fondations côté Scandinavie qui ont créé ce modèle-là des IDGs, qui sont en fait une série de 23 qualités plutôt intérieures, plutôt personnelles, qui nous amèneraient à devenir plus efficaces quant à la réalisation des ODD. Donc, par exemple, sous les IDGs, on va trouver les notions de persévérance, de courage, de curiosité, de travail en collectif, d'esprit critique. Et donc, c'est intéressant aussi, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais de pouvoir se poser et de se dire, OK, j'ai conscience de ces enjeux-là, j'y travaille comme je peux, mais est-ce que je suis efficace? Parce qu'il y a quand même une notion d'efficacité et qu'il y a des ODD à atteindre, quoi. À un moment, on en revient à la science du climat, quoi. C'est mathématique et scientifique. Est-ce que je suis efficace? Et si je ne le suis pas, pourquoi? Et quand tu cherches à répondre à cette question, il faut que tu retournes à l'intérieur de toi, que tu réfléchisses sur tes compétences et que tu oses te questionner sur: est-ce que là, vraiment, j'ai ces compétences de collaboration, j'ai ces compétences de courage, j'ai ces compétences d'analyse de complexité, tu vois? Et repartir du développement personnel, de faire une sorte de constat. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me manque? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Et en parallèle de tes actions professionnelles sur le sujet, te laisser du temps pour te développer personnellement sur des compétences que tu auras identifiées comme lacunaires dans tes lignes de compétences. Ok, super. Je te demanderai aussi les rêves de ça pour tout partager. Je reviens à la question initiale de qu'est-ce qu'une carrière si elle n'a pas de sens et d'impact. On a pas mal tourné autour de ça. Est-ce que tu as envie d'ajouter encore quelque chose pour nourrir cette question? Oui, peut-être un élément. En fait, il y a une conversation très intéressante que j'avais eue notamment avec Elsa Grangier, qui est la directrice générale de Ashoka France. Super femme. Et effectivement, tu vois, quand on parle de tous ces enjeux de carrière à impact, c'est d'avoir du sens dans sa carrière, c'est une réflexion privilégiée. Parce que quand on dit avoir une carrière porteuse de sens, etc., on est déjà capable de réfléchir à ces sujets-là, de s'extirper du quotidien et du gagne-pain et de la carrière en tant que gagne-pain et de s'élever par rapport à ces critères de gagne-pain au-delà pour aller chercher la quête de sens. Mais mon message un peu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le sens peut prendre différentes définitions. C'est vraiment, je suis personne pour te dire ta carrière n'aura du sens que si explicitement et directement tu travailles sur un des ODD ou très 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 concrètement sur le social et l'environnemental. Je suis personne, je te connais pas. C'est à toi de mener ta propre réflexion sur
quels sont tes propres critères de carrière et donc du coup ce qui a du sens pour toi. Mais ce qui a du sens pour toi, toi seul le sais. Et parfois, je pose ces questions aux étudiants, que ce soit à HEC ou à Calcutta, à Technoindia, et j'ai des réponses très différentes. Et toutes les réponses sont acceptables. Mais il faut simplement que tu en sois conscient. Il y a cette notion aussi qui me tient à cœur et qui maintenant est très connue d'ikigai. Et du fait que l'ikigai, c'est finalement, ça peut être vu comme la rencontre entre ce pourquoi tu peux être payé, c'est un aspect très important d'une carrière, ce pourquoi tu es doué, la compétence, c'est important aussi, ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, ce qui t'anime, et ce dont le monde a besoin. Et donc la recherche de ces 4 points cardinaux, elle ne peut qu'être progressive, et c'est pour ça que un de mes messages clés, c'est inviter toute personne à oser questionner son statu quo professionnel à un instant T de manière régulière. Et peut-être que les critères de choix professionnels vont changer au fil du temps, mais je suis personne pour les juger, c'est vraiment une recherche et une quête personnelle et continue. Et donc il y a des étudiants qui vont me dire mon critère, parfois c'est pas forcément, ça va au-delà du critère professionnel, c'est des critères de bonheur. Mon critère dans ma vie, moi j'ai un objectif, c'est de soutenir mes parents. Ok, très bien. Moi dans ma vie, ma vie a pour objectif, j'ai vraiment envie dans ma vie d'avoir du fun. Et c'est comme ça que je vais prendre mes décisions. Et c'est ok. C'est ok si tu as conscientisé et si tu as bien réfléchi au fait que ça, c'est un fait pour toi et que tu bases tes décisions là-dessus. Moi, mon critère, il n'est pas financier du tout. Il est très impact social et environnemental, mais c'est juste propre à moi. C'est pas... Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut être... un des meilleurs conseils que je pourrais donner, et il est un peu paradoxal, c'est que ne prenez jamais... pour content un conseil qui viendrait de quelqu'un d'autre, en fait. Ne m'écoutez pas, surtout, parce que le meilleur des conseils, il ne peut venir que de toi. Super. Fin. On finit sur ce beau message de fin. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Pauline, s'ils veulent te contacter? LinkedIn, c'est bien. Ou mail. Mais LinkedIn, c'est bien. Ok. Ouais. On va mettre tout ça dans les commentaires du podcast. Donc, Pauline Laravoire sur LinkedIn. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Pauline? Réflexivité et joie au quotidien. Ok, génial. Un grand merci pour cet échange. Camille. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Et au plaisir de poursuivre toutes ces discussions. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Bravo, vous êtes arrivés à la fin des 3 épisodes de notre conversation avec Pauline Laravoire. Ce 3e épisode était une conversation pour mettre en lumière l'importance de l'éducation dans la création d'une carrière significative et alignée sur nos valeurs. Donc c'était un beau voyage, merci de l'avoir fait avec nous. Un beau voyage à travers le parcours et l'engagement et la quête de sens de Pauline Laravoire qui personnellement m'a inspirée, j'espère que vous aussi. Inspiré à repenser nos propres choix et actions. Et l'histoire de Pauline nous rappelle que chaque décision peut être un tremplin vers un monde meilleur. Donc restez à l'écoute pour d'autres explorations captivantes et motivantes. À très bientôt, au revoir. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.